Dimanche 30 janvier 2022, il sonne 13h, passé de 34 minutes à Pandio, dans la commune de Soutoua 1. Même heure à Kodjovia-Kopé, dans le Golfe 4. Même heure également à Akumapé, dans le Vaud. Bienvenue à toutes et à tous dans la messe médiatique, l'unique du jour autour d'un évangile à 5 chapitres, à savoir la 40e session de l'examen périodique universel et puis sur les droits de l'homme, le coup d'envoi de la déclaration, sinon des déclarations des biens et avoirs par la médiatrice de la République, le démarrage des travaux du cadre permanent de concertation, la problématique des coups d'État en Afrique et celle de la liberté de presse au Togo. Tout ça à célébrer avec deux co-officiants ici présents de la droite vers la gauche et dans l'ordre de leur arrivée. Sana Sadio, il est journaliste, il est plutôt activiste, analyste politique. À droite, bien sûr, bienvenue. Merci. C'est analyste politique et ravi de vous rejoindre. Merci. Ce dimanche pour cette célébration et toutes mes excuses pour les invitations précédentes que nous n'avons pas pu honorer. C'est de bonne guerre. Les occupations faisant, je crois que vous êtes déjà excusés, il n'y a pas de souci. À gauche, un frère du village, confrère également, c'est le patron du journal Le Sorbona et du site Symposium, du journal Symposium, qui est aussi un site d'information en ligne. Vous vous appelez Kwame Mayaba, authentiquement et civilement parlant. Oui, et Eric, merci pour l'invitation. Pour ne pas reprendre ce que disait mon co-débatteur Sana, il y a eu beaucoup d'émissions auxquelles nous n'avons pas répondu, justement parce que, pour des raisons indépendantes, parce que la volonté n'y manque, mais seulement indépendant de notre volonté. Les occupations, ça et là, ont pris le pas sur toute autre chose. Mais toutes nos excuses, nous renouons avec les téléspectateurs. Oui. Et en début de cette année, nous souhaitons, puisque nous sommes à un mois de vœux, oui, nous souhaitons à tous les téléspectateurs de votre émission une bonne santé, une santé de fer et puis beaucoup de courage parce que nous avons commis beaucoup de turpitudes au cours de l'année dernière liées justement à la pandémie qui n'a pas fini de faire son chemin. Oui. Mais nous demandons à ce que tout le monde n'a qu'à s'armer de courage et que Dieu seul est au contrôle, il verra tout sur nous et que le bonheur régnera un jour sur l'ensemble du peuple togolais. Très bien. Je vous prie, chers téléspectateurs, de vous joindre à moi, de vous associer à moi pour leur souhaiter en retour une cordiale et confraternelle bienvenue et surtout une bonne et heureuse année puisque c'est notre première rencontre courant cette année, une année sans maladie, sans accident, une année pleine de joie, de paix, une année qui verra nos rêves se concrétiser, une année de plénitude totale, n'est-ce pas Sadio? Oui, qu'il en soit ainsi pour nous tous. Et je ne vais pas oublier ceux grâce à qui vous nous voyez, vous nous regardez, nous suivez chez vous depuis où vous êtes, même sur les sites en ligne, notamment Facebook et puis YouTube. Sokassi, c'est bien Antoine. Sokassi fait son retour après un bon moment passé derrière pour des raisons de santé. C'est avec une très grande joie qu'il nous retrouve derrière les deux caméras, comme d'habitude, pour nous aider à nous faire voir partout. De l'autre côté, c'est Gantin Bidola, notre dévoué de la technique qui va nous mettre en ligne et en orbite partout au Togo, en Afrique et dans le monde.
À présent, place, moi c'est Eric Tanandé, vous me connaissez bien, le prince héritier de la Bina. À présent, place à la messe proprement dite, la 40e session annuelle de l'examen périodique universel qui s'est tenu à Genève, en Suisse. Cette semaine a fait le chou gras de la presse togolaise dans son ensemble, qui de près ou de loin l'a suivi et nous en parle surtout avec la mention obtenue par le Togo qui paraît-il a été un bon élève en matière de respect des droits de l'homme. Je n'invente rien, suivez plutôt la revue que j'ai concoctée pour vous et vous en saurez vous-même. Une délégation togolaise conduite par le ministre des Droits de l'Homme chargé des relations avec les institutions de la République était à Genève le lundi 24 janvier 2022, nous informe Méga Info. C'était l'occasion pour le ministre Trimois de présenter le rapport du Togo sur la situation des droits de l'homme, ajoute Nouvelle Opinion. C'est un rapport au titre du 3e cycle de l'examen périodique universel du Conseil des droits de l'homme qui permettra au Togo de présenter d'importantes avancées enregistrées dans ce domaine, relève Togo Matin. Ça passe bien. Des avancées saluées par la commission renchérie, le messager. Idem dans le dialogue qui martèle que les efforts du Togo en matière des droits de l'homme ont été salués. Le Togo encouragé dans ses efforts et engagements, écrit Gazelle Info. La rencontre s'est poursuivie le vendredi 28 janvier avec l'adoption du rapport de l'examen. Lit-on dans le libéral des efforts et félicitations reconnus au Togo, mais aussi des recommandations, relève la Nouvelle Tribune. Au rang des recommandations, la poursuite de la lutte contre les violences faites aux femmes sous toutes leurs formes, la poursuite de l'amélioration de la qualité et de l'accès à l'éducation, la lutte contre le travail et la traite des enfants, l'établissement d'un système efficace de santé publique pour garantir des soins préventifs, pour ne citer que celle-là. Même constat partagé par Chronique de la semaine, pour qui le Togo s'en est sorti avec des ovations, des encouragements et des recommandations. Selon les vainqueurs qui abondent dans le même sens, le Togo a été félicité pour ses efforts en matière du respect des droits de l'homme. Selon Afrique Express, c'est un examen réussi pour le Togo, car son rapport final a été validé vendredi. Tout cela n'a pas empêché l'alternative de parler de nature liberticide, du régime, du folklore et de gâchis des ressources, comme quoi, quand tout le monde est du même avis, c'est que personne n'a réfléchi longuement. L'évêque de la nation retorque et dit que le chapelet des bonnes actions du Togo a été reconnu. En effet, après ce passage remarquable devant la tribune de la commission, fait observer Togo Réveil, le Togo était dans l'attente des recommandations vendredi. Ce qui fut fait, garantir les droits de réunion pacifique et modifier les lois qui limitent ce droit, garantir aux forces de l'ordre une formation sur le respect des droits de l'homme, de promouvoir un environnement sûr pour la société, etc., etc. Et nous revoici sur l'hôtel pour l'homélie, proprement dit. Alors, Sana, vous avez religieusement, avec beaucoup d'attention, suivi les commentaires de nos journaux sur le rapport présenté par Christian Trimois au nom du Togo à l'examen périodique universel, un rendez-vous annuel. Oui, non seulement j'ai été édifié par votre vue de la presse concernant ce 40e examen périodique universel, mais aussi j'ai pu assister
depuis la salle du ministère de la Communication en direct à l'examen du Togo, où le premier constat qui est à relever, c'est qu'il ne s'agit pas du tout d'une cour comme cela nous était présenté, où le Togo vient comme l'accusé. Non, il s'agit d'un examen auquel se soumettent tous les États, les 193 États des Nations Unies, où, n'est-ce pas, dans un esprit de dialogue, parce que vous remarquerez, et c'est ce que j'ai remarqué, que tour à tour, de ces pays qui ont pris la voie, et une phrase revient incessamment dans leur, je dirais, conseil. Dans un esprit de dialogue constructif, nous suggérons, nous recommandons, voilà, c'est les termes qui sont employés. Et il faut reconnaître que parmi ces recommandations, l'État qui se soumet à cet examen a l'aptitude d'accepter certaines recommandations et d'en noter d'autres. Ça veut dire que ces recommandations-là ne figurent pas dans la liste des préoccupations actuelles. Je prends par exemple le cas d'une recommandation qui est celle de la reconnaissance et de la dépénalisation des relations sexuelles consenties entre adultes. Et vous verrez que depuis plusieurs années, le Togo n'a jamais voulu que cela soit à son calendrier des droits de l'homme. Et c'est ce que le ministre m'a martelé la dernière fois. Qu'à l'étape actuelle, l'évolution de la société, nos mœurs, ne permettent pas de parler de ça, et qu'il n'y a, l'État togolais, il n'y a aucune réflexion là-dessus. Et vous verrez que le Togo n'a jamais été sanctionné quelque part par une instance des Nations Unies, parce que le Togo ne reconnaît pas ou bien ne pénalise pas comment on appelle ces relations que le ministre qualifie de contre-nature d'ailleurs. Donc, naturellement, après cet exercice, cet examen lundi, il y a eu l'adoption du rapport. Le vendredi, qui retient beaucoup de choses intéressantes, qui sont notamment les droits des femmes, les droits des enfants, les droits des travailleurs domestiques, l'équité genre, etc., etc. Donc je crois que c'est la reconnaissance du travail, comme la revue de presse l'atteste, d'un certain nombre d'évolutions de la situation des droits de l'homme. Je me rappelle que dans l'examen précédent, on parlait beaucoup de la surpopulation carcérale dans les prisons de Lomé, et j'ai été heureux d'apprendre que relativement à cette recommandation, il y a une nouvelle prison qui est en train de se construire à Dalavé, qui est destinée à contenir 5000 détenus. Donc, je crois que beaucoup d'efforts sont faits, que ce soit sur le plan des droits de l'homme, que ce soit sur le plan des libertés individuelles de manière générale. C'est vrai qu'il y a eu, on peut relever certains cas qui ne sont que des exceptions. Mais quand vous creusez, vous verrez qu'il y a une réflexion très approfondie et une volonté incessante et manifeste des autorités togolaises de se conformer aux normes internationales en matière de droits de l'homme. Très bien. Votre appréciation également m'intéresse, Mayaba. Le Togo, bon élève en matière de droits de l'homme. Mais à l'intérieur du pays, les gens se plaignent de beaucoup de choses. Et est-ce à dire que c'est une manière de flatter le Togo? Bien, c'est sincèrement qu'on a parlé. Oui, de cette année, ça m'a fait un peu sourire par rapport aux propos de certains. Je pense que le Togo est en train de faire du négationnisme par rapport à cette présentation. Le Togo, c'est troisième du genre, sa participation, troisième fois qu'elle présente, qu'il présente ce rapport. Troisième examen, troisième succès. Voilà. Troisième examen, troisième succès. Merci. Donc, je dis que par rapport aux efforts consentis par le Togo dans ce rapport, c'est indéniable pour tout le monde. Nous savons que c'est vrai que il y a des manquements certaines fois que nous pouvons constater, mais il faut avoir le courage, cette latitude de comprendre que le Togo quand même a présenté un tableau qui reflète ce que nous connaissons dans le Togo profond. Parce que quand vous prenez, il y a cela 10 ans, le Togo n'a pas quand même fait de surplace. Il a eu quand même à amener certaines améliorations dans le cadre des droits de l'homme.
Et puis sur d'autres plans également, comme l'a relevé Sana, et comme l'a relevé aussi la plupart de nos confrères. Donc ici, c'est le lieu de dire qu'il y a eu beaucoup de recommandations, au total 224 recommandations, que le Togo doit y penser et revenir peut-être avoir l'amélioration. Comme il a dit, ce n'est pas un procès, nous ne sommes pas allés à un procès. C'est-à-dire que sur les 193 États présentés, si vous regardez, nous ne savons pas quelles sont les recommandations, puisque j'ai cru entendre certains journaux parler de 223, c'est trop, mais je ne sais pas si on peut se poser la question si en un an le Togo pourra... Non. Il y a aussi quelque chose qu'il faut relever dans ces recommandations-là. Parce que quand on parle de recommandations, même le ministre l'a dit depuis Genève, que quand ils seront là, la première semaine qui suivra, ils vont s'atteler par rapport à certains points de ces recommandations-là pour pouvoir commencer, puisque le rapport prochain, c'est le 4 avril, je crois. Justement, le 4 avril prochain. 2022. Oui, 2022. C'est déjà proche. Oui, c'est déjà proche. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont faites dans ce sens-là. Notons-le et prenons quand même le courage de dire que ces efforts entrepris par le Togo n'est pas venu de nulle part. C'est la volonté de l'autorité de l'autorité ou de l'État même d'amener le Togo, de hisser le Togo au rang des grandes nations. Cette question de droits de l'homme que nous disons, même quand vous rentrez dans les pays qu'on appelle aujourd'hui les pays à démocratie, il y a toujours des défaillances en matière de droits de l'homme. Les États-Unis qui sont présentés comme une référence, bon, je m'abstiens de le dire parce qu'en matière de démocratie, s'il faut prendre comment l'appelle-t-on, s'il faut juger sur des présenteurs de démocratie, je ne pense pas que les États-Unis vont sortir premiers dans ce sens-là. Maintenant, nous ne disons pas, le débat n'en est pas là. Ici, c'est de dire que le Togo a présenté un tableau qui a l'assentiment de la communauté internationale, même de cette organisation onusienne, cette organisation onusienne, qui a approuvé, avec sous des ovations, la revue l'a relevé. Et puis, vous savez, la délégation togolaise était restée dans le timing. Ça veut dire qu'on ne trouvait pas de difficultés pour pouvoir présenter ce tableau-là. Ça veut dire qu'il y a un travail en amont qui a été fait déjà d'abord, avant qu'on aille sur le terrain présenter le tableau. Mais nous disons grosso modo que les recommandations qui ont été faites à l'encontre du Togo ne sont pas un procès. Il faut quand même le noter. Ce n'est pas un procès pour dire que si vous ne faites pas ça, vous ne faites pas ça, vous serez peut-être amendé ou sanctionné et ainsi de suite. Non, nous allons encourager, nous allons accompagner le processus pour que ce qu'on appelle démocratie, c'est un processus. La démocratie n'est pas une fin en soi, c'est un processus. Il y a des tares, certes, mais nous allons au fur et à mesure que nous continuons, nous avancions, nous essayons de mettre un peu les balises pour que nous puissions quand même atteindre un seuil qu'on puisse appeler un jour le Togo modèle de démocratie. Très bien, comme le dirait Max Weber, il n'y a pas de sens unique de démocratie, car la démocratie est elle-même une quête de sens. Je reviens vers vous, Sana, et on pourrait dire le Togo s'en sort avec mention bien, mais au même moment, cette kyrielle de recommandations ne remettent-elles pas en cause cette mention? Non, je ne pense pas, puisque vous savez, ça ne remet rien en cause, puisque le format, c'est plutôt un mécanisme d'évaluation entre les pairs. Donc, je me dis que puisque, comment dit-on, même les pays réputés, plus respectueux des droits de l'homme, il y a toujours quelque chose à faire, il y a toujours un point à améliorer. Et j'aimerais, sans l'oublier, rappeler que, par exemple, pour le Togo, il y a eu le renforcement de la loi organique relative à la CNDH, qui devient le mécanisme national en matière de prévention et de respect des droits de l'homme au Togo. C'est une avancée majeure. Et il faut mettre aussi comment on appelle ça, cette appréciation positive du rapport de la situation des droits de l'homme au Togo à l'actif de la manière dont d'abord ce rapport a été présenté, qui a associé aussi bien la CNDH, aussi bien les acteurs majeurs qui sont les associations
de défense des droits de l'homme. Donc d'abord, en un terme, c'est un rapport, ça a été un rapport inclusif. Qui a été élaboré de manière consensuelle. Donc naturellement, cela ne pouvait produire que les résultats que nous observons aujourd'hui. Bien entendu, comme vous l'avez dit, oui, ces 224 points, ce ne sont pas des faits en soi, puisque je suis sûr que lorsque peut-être certains d'entre eux seront notés et d'autres acceptés, et il y aura toujours quelque chose à améliorer. C'est-à-dire, ce n'est pas un état de perfection pour aller d'un point A vers un point B, mais je pense que c'est un horizon, c'est un horizon à atteindre, c'est une vision, voilà, c'est une vision de long terme. Il n'y a pas un peu, là où nous en sommes, nous n'avons rien à nous reprocher en matière de droits de l'homme. Alors, une fois encore, félicitations donc au Togo pour cette mention, pour cette note, et surtout félicitations au ministre Trimois, qui a été très éloquent et très élégant dans la présentation, qui a mis plus d'un à Genève. Nous allons changer de chapitre. La charité bien ordonnée commence par soi-même, dit-on souvent. Cet adage, la médiatrice de la République, Madame Awanana, qualifiée pour recevoir donc les déclarations de biens et avoirs des personnalités, l'a bien compris. Elle vient de donner l'exemple, ouvrant ainsi la page de cet exercice de mathématiques aux fonctions très multiples et avec des équations à plusieurs inconnues. Elle a été suivie de près ou de loin par la presse dont je vous propose les commentaires et on revient pour le mairie. Awanana Daboya, le médiateur de la République, a déclaré ses biens et avoirs. Apprend-on du journal Le Libéral qui précise que c'est selon les articles 5 et 11 de la loi organique numéro 2020-003 du 24 janvier 2021 qui stipule que le médiateur de la République est appelé à faire la déclaration initiale de ses biens et avoirs devant le président de la Cour constitutionnelle. C'est une promesse tenue par Awanana en sa qualité de médiatrice de la République, censée recevoir les déclarations des autres, comme le précise l'évêque de la nation. C'est le 29 septembre 2021 que les membres du gouvernement ont été instruits de se préparer à se conformer à la procédure de déclaration des biens dès que le médiateur de la République sera en mesure de les recevoir. C'est maintenant chose faite et Madame attend le premier candidat pour que les autres suivent, indique l'Union. La charité bien ordonnée commençant par soi, elle vient d'ouvrir le registre en commençant par elle-même. Voilà. Mais est-ce qu'on peut dire et enfin? Oui, et enfin, on peut dire et enfin, annoncé il y a cela un peu plus d'un an, oui. Je crois que et souhaité il y a plusieurs années. Voilà, et souhaité il y a plus, merci pour le complément. Et la chose est rentrée dans sa phase effective. Et c'est ce que bon nombre de Togolais attendaient il y a cela longtemps, quand on parle de déclaration de biens. Et au fait, le soubassement ou l'incandescence même de cette déclaration, c'est quoi on appelle déclaration de biens? Ça, il faut quand même expliquer ça. Que le Togolais il faut que le Togolais le sache, parce qu'il y a une polémique monstre là autour de ce qui se fait et qu'il est important sur un plateau comme celui-ci d'éclairer. Même si je ne suis pas juriste, la personne indiquée, nous allons par rapport aux investigations, par rapport aux analyses, par rapport aux recherches que nous avons eu à faire par rapport à cette phase-là. Ici, quand on dit déclaration des biens, en fait, ce n'est pas pour amener les administrateurs, c'est-à-dire les premiers responsables de l'administration, à aller se faire, et comment l'appelle-t-on, une publicité de leurs biens, ou peut-être dire à tout le monde que j'ai ceci, j'ai cela, non. C'est que
les gens confondent déclaration de biens et comment on appelle ça, publication de biens. Ici, quand on parle de déclaration de biens, comme l'a fait Awanana, c'est que quand vous êtes aux affaires publiques et que vous savez que vous avez en charge les biens publics, c'est-à-dire que vous gérez la manne, c'est-à-dire le patrimoine public, vous êtes appelé, avant de reprendre fonction d'ailleurs, vous êtes appelé à déclarer ce dont vous disposez, parce que vous travaillez pour la nation, pour les gens, pour le peuple. Vous êtes appelé à servir le peuple. Donc vous devez déclarer ce dont vous disposez avant de rentrer en fonction. Maintenant, à la fin de votre fonction, en fin de mission, vous devez aussi. Non, pas vous devez aussi. Si vous êtes appelé à d'autres postes, par exemple, élection, vous vous présentez à une échéance électorale, à un truc, vous devez aussi déclarer vos biens. Parce que avant de rentrer, on savait combien vous êtes rentré avec, en voulant peut-être postuler à sortir pour accéder à d'autres postes. Vous devez aussi montrer que voilà ce dont j'ai disposé. On connaît combien vous êtes payé et on sait combien vous pouvez réaliser. Ça veut dire que qu'est-ce que vous pouvez réaliser avec ce que vous êtes payé. Donc aujourd'hui, la polémique qui est née, que les gens disent en principe la déclaration de biens devait être publique. Certes, il y a une loi qui le dit. C'est volontaire, hein, vous pouvez le faire publiquement ou peut-être le faire en assourdine, c'est-à-dire à huis clos, comme l'a fait Awanana. Ici, ce n'est pas peut-être mettre sur la plateforme quelqu'un venu, il a tel bien, je veux connaître le bien de tel ministre, il a combien. Non, pour le moment, ça ne sert pas. C'est vrai, quand il n'est pas peut-être impliqué dans une affaire de corruption pour un procès en justice, on peut lui interpeller par rapport à ces situations. Ici, vous déclarez, ça peut être à huis clos, il y a un rapport qui est dressé, qu'on garde. La Cour constitutionnelle, le président de la Cour constitutionnelle garde le rapport. Lorsque vous êtes impliqué pour une affaire de corruption, on fait sortir le dossier, on vous dit voilà, on vous soupçonne pour tel, voilà les preuves matérielles et tout. Et la justice se charge de cette affaire. Maintenant, quand les gens disent non que ça devait être public, c'est comme c'est fait à dessein pour protéger certains, je dis non. Il faut lire la loi et la comprendre dans son incandescence. Ceux qui voudraient le faire de façon publique, libre choix. Libre choix. Ce n'est pas non plus interdit que quelqu'un le fasse à huis clos. Donc, ici, il faut essayer de mettre un peu de nuance pour que nous disions qu'au moins une fois dans notre pays, il y a cette base, ce béat de démocratie que nous sommes en train d'expérimenter, qui est la déclaration de biens. En fait, la déclaration des biens évite, c'est pour éviter quoi? Le détournement. C'est pour éviter quoi? La corruption. Et tout ce qui est lié à la mauvaise gouvernance. Donc, c'est pour appeler les uns aux autres à cet exercice-là, qui est très important, capital pour l'ensemble du peuple togolais. Sana, vous, comment percevez-vous cette démarche? Oui, je vais aborder dans le même sens que Valentin Mayaba. Vous m'avez déniché autre nom, et pourtant c'est un petit frère. Il y a beaucoup de choses qu'on partage lui et moi à toute discrétion. Donc, je suis désolé, le Togo, ce n'est pas une république de voyeurs. On n'est pas dans le voyeurisme où les gens vont venir et puis vont étaler sur la place publique qu'ils ont tel bien, juste parce qu'ils sont détenteurs d'une charge publique. Non. Que ce soit dans tous les pays, la déclaration des biens n'équivaut pas à la publication de la déclaration des biens. C'est deux choses différentes, comme l'a si bien soulevé M. Mayaba. Oui, c'est bien entendu pour lutter contre la corruption et les détournements de biens publics. Parce que lorsque vous déclarez vos biens, aussi bien à la prise de fonction qu'à la fin de vos fonctions, on apprécie comment votre patrimoine a varié dans le temps et si, c'est-à-dire vos revenus, vous permettent vraiment d'acquérir ce patrimoine. Et lorsque les revenus que vous avez ne permettent pas, mais il y a des mécanismes
de lutte contre la corruption, oui. les détournements qui s'activent automatiquement. Comment vous justifiez ce patrimoine? Voilà. C'est ça qui est intéressant dans la chose. Maintenant, je suis d'accord que l'on puisse se poser beaucoup de questions. Oui, à quoi ça sert finalement? C'est ça. Mais il faut aussi reconnaître qu'il y a aussi un volet très important qu'on appelle la sécurité même de la personne. Vous savez, ailleurs, dans certains pays, il a fallu que des ayants droit découvrent le patrimoine de leur père ou bien de leur ascendant pour qu'ils organisent les conditions de leur décès pour devenir héritiers. Nous sommes en Afrique. La déclaration des biens est aussi respectueuse de l'intégrité physique des concernés. Donc je crois qu'il ne faut pas faire de l'amalgame entre les choses. C'est destiné à plus de transparence et c'est encore une preuve de la suite de ce que nous disions dans le sujet précédemment. C'est que petit à petit, nous faisons des petits pas qui, au bout de quelques années, vont se révéler être de grandes avancées. Oui. Madame Awanana a déclaré ses biens auprès du président de la Cour constitutionnelle. Auprès de qui le président de la Cour constitutionnelle va déclarer ses biens? Oui, il le fera, il va le faire devant cette même cour. Il va le faire devant cette même cour parce que quand on dit déclaration de biens, c'est le médiateur de la République seul, puisque la loi l'a stipulé clairement, puisque elle-même, elle est médiateur de la République. Elle l'a fait devant le président de la Cour constitutionnelle. Alors, ce président de la Cour constitutionnelle va déclarer ses biens chez Madame Awa Nana Daboya. En retour. C'est comme ça la loi l'a stipulé clairement. Parce que elle l'a fait devant la grande juridiction qui est la Cour constitutionnelle. Maintenant, cette grande juridiction, on ne va pas parler de, comment il y a un terme juridique là qu'on utilise souvent, mais on ne va pas en arriver là. Mais nous disons que si aujourd'hui le président de la Cour constitutionnelle veut déclarer les biens, c'est chez le médiateur de la République qui le fera. C'est bien ça. J'ai pas personnellement c'est dans la loi, mais je crois que c'est quelque chose comme ça. La précision sera dans la loi. La précision certainement sera quelque part cachée dans la loi. Alors, quelle garantie pour vraiment pour la fiabilité, la sincérité, la fidélité et tout ce qui va avec dans la déclaration des uns et des autres? Non, c'est-à-dire, vous savez, c'est une... Est-ce que des gens, pour des raisons, ne vont pas cacher certains biens dans leur grenier? Non, c'est-à-dire, tout système est perfectible. Tout système est perfectible. Toujours est-il que lorsque vous cachez, vous ne déclarez pas une partie de vos biens, tôt ou tard, ça va se retourner contre vous. Parce qu'à un moment donné, il va être question, n'est-ce pas, voilà, soit de la cession de ce bien, de sa transmission peut-être de votre vivant à des ayants droit. Et donc, la question de la justification de l'origine de ces biens se posera toujours. Donc, cela se retournera contre ceux qui seront tentés tôt ou tard, soit aujourd'hui ou bien soit à long terme. À partir du moment où le mécanisme est enclenché, c'est un couteau à double tranchant. Oui, dans le même sens, je dirais que aujourd'hui, c'est parce que nous avons pris le train en marche. En fait, avant que tu n'accèdes à un poste administratif de haut niveau, tu dois déclarer le bien avant d'y aller. C'est comme ça que ça devait se faire. Mais ce qui est, comme on le dit, la loi n'est pas rétroactive, comme nous le savons. Ceux qui sont dedans, avant que la loi ne vienne les rattraper, ils sont obligés d'aller déclarer les biens. Ça doit se jouer sur la fibre patriotique. C'est-à-dire que tu te dis, je suis citoyen, je dois servir loyalement mon pays, je dois rester dans les normes. Tu le fais, on n'est pas en train de forcer les gens. Parce qu'il y a, comme il a dit, un précédent il y a toujours des cas après, parce que quand tu ne le fais pas, à supposer que demain ça te rattrape, tu le déclares mal ou tu le fais sciemment en mettant des actifs sur d'autres personnes, je vous assure, la roue de l'histoire là, ça tourne, ça risque de te rattraper. C'est comme disons que il faut amener les acteurs à
à comprendre que ce dont il s'agit de l'homme, il s'agit de la patrie, il s'agit du dévouement à la cause publique. Et donc, quand pour le faire, on ne doit pas forcément aller vers des sanctions pour dire que si tu ne le fais pas demain, tu ne le fais pas. C'est pourquoi justement, Awa Nana Dabuya invite les concernés à le faire. Parce que si vous le sont tenus de le faire, ils sont tenus d'ailleurs de le faire. C'est une obligation. C'est une obligation de une obligation à la fois physique et morale. Morale, voilà, justement, physique et morale. Oui. Donc aujourd'hui, tous ceux qui sont dans l'administration doivent déclarer les biens. Ça devient un impératif, une obligation, il faut le faire. Maintenant, l'autre aspect de la chose, comme vous l'avez posé, comme vous avez posé la question de savoir comment est-ce que serait-il pas, puisque sur la toile, il y a beaucoup de débats par rapport à cela, pour dire que est-ce que ce n'est pas juste pour masquer les choses, les gens ne vont pas prendre et bon, voilà, en l'espace de quelques temps, prendre les biens au nom d'un enfant. Bon, on en a entendu parler, mais c'est pourquoi je dis, je le répète toujours. À certains de cacher leur bien chez vous. Oui, bon, je le dis, je le répète toujours. Il faut, nous n'avons pas, la perfection n'est pas de ce monde. Oui. Nous avons commencé un processus au fur et à mesure que nous allons avec comment on appelle des mécanismes de renforcement de capacité pour faire comprendre aux acteurs qui sont concernés que ça, en le faisant, c'est pour leur intérêt, comme il a dit, et pour l'intérêt même de la nation. Je crois que les acteurs ne vont pas rester réticents et le faire bien, parce que au-delà de tout, c'est le Togo qui gagne. Oui, c'est le Togo qui gagne, mais vous avez touché un aspect qui m'amène à poser cette question. Au fait, quels sont ceux qui sont intéressés par cet exercice de déclaration des biens? Est-ce que vous et moi, ici, un jour on va venir compter le nombre de nos micros, ou bien, bon, moi je suis enseignant, mes livres de philosophie, mes cahiers, et bon, qui est concerné par... Non, ils sont nombreux, c'est-à-dire d'abord les présidents des institutions, c'est-à-dire les ministres, les directeurs. C'est toute une population, je crois. Il y a 2-3 articles de cette loi. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux qui sont cités. Ce n'est pas une liste qu'on peut dérouler ici. Oui, ils sont nombreux. C'est-à-dire, c'est tous ceux qui ont une grande responsabilité en termes de charges publiques et qui sont à des postes stratégiques et comme l'a bien dit M. Mayaba, qui manipulent, c'est-à-dire qui ont la gestion des biens publics. Voilà. Et non, je le disais. Bien qui sont en position d'autorité et qui sont peut-être susceptibles d'abuser de cette autorité-là pour acquérir des biens. Voilà. C'est bien. Oui, c'est exactement ça. Parce que ceux qui sont concernés par cette loi-là, c'est ceux qui ont en charge la gestion des biens publics. Disons-le comme ça. C'est-à-dire que dans ça, de manière globale, c'est à des degrés différents. Et donc, tout ce monde-là, quand vous rentrez, vous prenez les grands agents de l'OTS, ceux qui sont dans la manipulation de fonds, on ne va pas faire de façon sectorielle. Nous avons aussi l'habitude d'indexer les magistrats. Ils sont là. Donc aujourd'hui, ils sont dans le contentieux. Comment vous l'avez? Et j'espère qu'ils nous suivent et que nous écoutent. Et donc nous les appelons. Il faut qu'ils sachent qu'ils sont appelés à faire ce devoir. Mais il faut effectivement qu'après le temps donné par Awa Nana, il faut effectivement que les autres suivent. Non, les gens vont suivre parce qu'il n'y a plus le temps à peindre. La cloche a sonné et je crois qu'elle-même elle a dit que le chef de l'État même est tenu de le faire, puisqu'il doit le faire impérativement parce que au-delà de tout, c'est la première autorité de ce pays et il le fera incessamment. Il y a un délai. Il y a un délai de rigueur pour sous quoi vous êtes sanctionnable. Vous êtes sous peine de sanction. C'est bon. Voilà, et donc, à vos marques, prêt donc, partez. Alors, la politique s'active avec le démarrage des travaux du cadre permanent de concertation, en abrégé CPC, une des recommandations de la concertation nationale des acteurs politiques qui a eu lieu janvier-juillet 2021. Un rendez-vous de haut niveau dont on attend les résultats tangibles, mais il semble que les éternels absentéistes ont encore manqué au rendez-vous.
du moins pour le moment. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est bien la presse qui ne ment jamais. Suivez-la. Le gouvernement togolais, dans le souci de maintenir la flamme du dialogue et de discussion entre les acteurs politiques du pays et surtout concrétiser la réalisation des recommandations issues de la concertation nationale entre les acteurs politiques, a convoqué une rencontre d'échange vendredi 24 janvier 2021 pour mettre sur pied un cadre permanent de concertation, nous informe Chronique de la semaine. Rencontre au cours de laquelle le CAR a dû recadrer l'ANC et la DMK qui continuent à prôner la politique de la chaise vide. Première réunion du cadre permanent de concertation, le CAR présent, la DMK et l'ANC absente. Écrit Ouara les vainqueurs. Rencontre inaugurale CPC, l'ANC et la DMK se font désirer. Lance Togo Réveil qui pense que c'était une belle occasion pour ces partis de regagner les rangs pour un véritable combat démocratique. Et le journal de se demander jusqu'où iront-ils avec cette politique de chaises vides et de boycott. Mes questions par cette chute de Togo Réveil et me poser cette question. Des rencontres, on en a eu. Sadio Maïba, de Colmar à l'accord politique global, en passant par Ouaga 1, Ouaga 2, Togo Télécom 1, Togo Télécom 2, Togo et tous ce que vous savez que je n'ai pas pu citer. Alors, et tout récemment, la scène, le CNAP qui donne donc ce reliquat, trop de dialogue ne tue-t-il pas le dialogue, Sana? Bon, moi, j'ai pas envie de répondre par ça, mais j'ai envie de présenter les faits. Les faits, c'est que la concertation nationale entre acteurs politiques, ils se sont retrouvés. Ceux qui... Ils ont reçu tout le monde de toute façon, selon les critères prédéfinis, avoir participé au moins à une des dernières élections sur, je crois, les 3 dernières années, si je ne me trompe pas. Tous ont été invités pour la plus simple raison qu'il y a certains partis politiques qui n'existent que de nom et ils ne sont pas au rendez-vous démocratique. Donc, personnellement, je ne vois pas l'opportunité d'inviter les plus de 120 partis politiques du Togo qui n'ont aucune activité politique sur le terrain. Bon, donc, voilà. Donc, certains, pour les raisons qui leur sont propres, ont refusé de participer. Je crois que c'est légitime de leur part. C'est-à-dire chaque parti politique a sa stratégie. On ne va pas leur en vouloir. Mais personnellement, je rencontre qu'il y a des avancées majeures parce qu'il y a des questions, des recommandations qui ont été discutées lors de ce cadre, notamment la révision de la loi sur les manifestations, la révision du code électoral. Tout cela sont des acquis qui sont issus de cette concertation. Et c'est cette concertation-là, je crois, sur la proposition du parti politique UFC, qui a souhaité qu'il y ait non pas ces dialogues intermittents, mais un cadre permanent de concertation. Et donc, vous voyez que même ce cadre est la preuve de la bonne foi des autorités togolaises à respecter et les conclusions des rapports, des discussions de ces rencontres, de ces dialogues. Maintenant, on ne va pas forcer les gens à se défausser de leur stratégie. Il y a certaines personnes qui participent à tous les travaux. À quelques jours, ils refusent de signer les conclusions finales. Mais pourtant, ils ont participé, ils ont fait les recommandations. C'est comme quelqu'un qui participe à la préparation d'un repas et à la fin, il refuse de manger. Je ne pense pas. Donc, l'opinion sera à juger cet état de choses. Mais personnellement, je pense que c'est des avancées majeures. Je me rappelle que, pour des raisons que je ne citerai pas ici, le représentant du cas, M. Kissi, a lui-même boycotté ses travaux. Donc si aujourd'hui, il accepte de se retrouver dans un cadre
qui a fait l'objet de discussions. Et dont il n'a pas pris part. Donc ça veut dire que... Et qui trouve aussi à dire à d'autres qui ont refusé de participer. Ça veut dire que, bon, les gens sont sur la bonne voie de la repentance et que sûrement qu'il a eu la visitation du Saint-Esprit. Vivement que les autres puissent regagner le train en marche. Parce que de toute façon, c'est en préparation des élections régionales. Hein. Et vous avez vu le processus de renouvellement de la CENI de la HAC a été enclenché. Mais encore une fois, c'est un autre train qui a déjà pris le départ. Et personne et tout le monde sait que les gens qui ont la parole facile, là, avec une certaine facilité à faire des incantations, le train est déjà en marche. Il a déjà quitté le quai. Soit il le rattrape à la prochaine au prochain arrêt, soit il constate les résultats en fin de compte. Mais à cette allure, est-ce qu'on a vraiment raison ou tort de toujours continuer par exiger quelque chose avant de prendre le train en marche? Vous savez, c'est un sujet qui me passionne beaucoup, qui m'intéresse assez d'ailleurs, parce que il engrange ou il regorge en lui, le sujet en question regorge en lui beaucoup d'interrogations. C'est ça. C'est-à-dire qu'on émet beaucoup d'interrogations par rapport par rapport à l'attitude de certains partis politiques, j'allais dire. C'est ça. Il a si bien relevé. Vous avez vu que le CPC, le cadre permanent de concertation, c'est l'émanation du CNAP, puisqu'ils étaient assis ensemble. Il faut réfléchir sur un cadre de discussion permanent. Donc c'est ce qui a accouché le CPC. Aujourd'hui, le CPC a été mis en place pour réfléchir régulièrement sur des questions politiques. Ça a été fait. Maintenant, cette rencontre première du genre du CPC était d'abord, il faut l'expliquer, était d'abord initiée pour présenter aux acteurs le programme de ce cadre. Parce que d'abord, ils avaient voulu que ce cadre soit créé par comment l'appelle-t-on? Un article, hein? Un arrêté? Oui, actuellement c'est un arrêté. Ils avaient prévu que ça soit créé par un décret? Un décret, voilà. Donc c'est à la suite du fait que par rapport aux antécédents des autres organisations, des autres regroupements que nous avons connus, le CPDC, par décret qui n'a pas accouché, qu'ils ont préféré créer ça par arrêté. Pour avoir une légalité, justement. Comprenez pour que ce ne soit pas aujourd'hui des promesses en l'air, des engagements de partis politiques. C'est d'abord pour informer aux acteurs que ce et que ça soit plus inclusif. Et c'est d'abord pour informer aux acteurs conviés que d'abord le cadre est créé par arrêté. Et prochainement, la prochaine rencontre, on va discuter des organes de fonctionnement de ce cadre. Donc c'est important de le relever. Bon, mais ceux qui ont fait le vilain plaisir ou ceux qui ont le vilain plaisir de ne pas participer, ça c'est leur droit. Parce que ils parlent des préalables. Oui, non, les préalables, c'est ce que nous disons. Puisque la roue, on n'attend pas. Tu sais, le Togo, quand on vous parle des choses, les gens ne veulent pas comprendre. Moi, ça me surprend. Parce qu'en politique, ça n'attend pas. Quand vous dites préalable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire des préalables en dehors du cadre. Je retiens cette citation de Jean Degli qui dit que le politicien est comme un cycliste. Oui. Une fois sur le vélo, s'il s'arrête, il tombe. Voilà, c'est pourquoi certains te diront qu'ils prendront le train en marche, puisque le train ne s'arrête pas. Jamais. Donc c'est pourquoi nous disons que Jean Kissi a expliqué clairement pourquoi il a participé cette fois-ci à cette rencontre. Parce que d'abord, il disait que si on vous appelle, je le reprends, qu'on vous appelle, allez-y d'abord écouter ce dont il est question avant de penser à comment des choses. C'est de ça il s'agit. Maintenant, il est allé écouter, il a des propositions, il les a formulées. Quitte au cadre de penser à ces éventuelles réformes, comment appelle-t-on, ces éventuelles améliorations du cadre pour que son fonctionnement ne puisse pas souffrir de quoi que ce soit. Aujourd'hui, les gens qui sont restés, les éternels absentéistes, qui sont toujours dans la contestation, c'est vrai, la politique ne va pas. Aujourd'hui, le Togolais a changé. Le Togolais ne vit plus sur des velléités pour parler de... Bon, c'est la face de tel. Non.
les vérités sont là. Si vous n'allez pas, les autres iront. D'ailleurs, quelqu'un a eu à le dire. Quelqu'un a laissé, quelqu'un a pris. Ah oui. Donc, dans tous les cas, l'histoire retient qu'il y a une volonté de la part du gouvernement de faire quelque chose au mieux pour le meilleur du Togolais. Maintenant, ceux qui sont là pour dire que non, on connaît la foi, on connaît l'attitude du gouvernement, c'est pour bluffer des gens. Mais sans dialogue, rien ne marchera. Donc c'est pourquoi je dis, c'est une aubaine, c'était une occasion. Ça ne devait pas être une occasion manquée. Mais ceux qui font le tort de le manquer ou de quitter la barque, ils vont regretter. Je suis désolé de le dire, ils vont regretter. Et ils perdent leur crédibilité parce qu'au-delà de tout, un politique est jugé par rapport aux faits qu'il est en train de produire sur le terrain. Aujourd'hui, les gens ne sont plus dans... Je regarde celui-ci en face. Non, c'est les actes qui déterminent le programme ou l'action d'un parti politique. On ne va pas créer des partis politiques pour rester dans les chambres, pour rester dans les contestations, mais il faut poser des actes qui puissent appeler les militants à croire en vous et à vous suivre. À donner votre onction. Dans tous les cas, moi je salue la mise en place de ce cadre-là, qui est d'ailleurs même différent des autres cadres. Il faut le relever parce que, comme vous l'avez dit, non, c'est pas la même chose. Aujourd'hui, on a ciblé des gens, puisque on a senti que le plus souvent, nos problèmes sont purement politiques. Et on ne va pas inviter tout le monde comme il a dit. Les gens vont se réclamer de partis politiques alors qu'ils n'ont jamais participé à aucune élection. On les connaît sur les plateaux de radio, de télévision. Il faut discuter. Ils ne sont jamais sur le terrain, c'est vrai. Ceux qui sont à même de discuter, parce qu'au-delà de tout, on ne va pas. Aujourd'hui, il y a plus de 110 partis, ou je ne sais pas, partis politiques, mais quand vous comptez au bout des doigts, combien sont ces partis-là qui sont actifs et qui veulent véritablement accéder au pouvoir. Donc, nous allons suivre de près, nous allons encourager les acteurs qui vont s'investir dans le débat pour qu'au lendemain, qu'on ne puisse quand même dire que enfin, au moins enfin, ça a accouché quelque chose. Les résultats sont là. Quand vous voyez déjà, vu que la CENI et la présidente de l'Assemblée a déjà lancé les appels à candidature là. J'ai vu, hier j'étais avec un président d'un parti politique qui a déjà envoyé la liste des... Il y a la HAC aussi, qui est en train de... Les confrères aussi, ceux qui on a même décider de les modalités, c'est-à-dire que les critères pour y arriver. Donc tout ça là, les choses s'activent. Je crois que c'est de bonne guerre. On ne va pas rester taciturne. Nous allons toujours rester mouvementés pour que l'action gouvernementale, l'action de l'État puisse impacter réellement sur la population. Parce que la crise togolaise, elle est plus profonde. Elle est plus profonde et aujourd'hui, les gens utilisent des artifices pour se donner de l'onction d'un politique alors qu'il n'en est pas. Nous allons encourager ce cadre-là pour que les résultats que nous attendons nous tous, que ça puisse profiter aussi à nous tous. Très bien, la crise politique profonde, mais pas plus profonde que celle d'Afrique dans son ensemble. Et là, nous changeons de chapitre. Le variant coup d'État continue de circuler en Afrique après le Mali. La Guinée, c'est le tour du Burkina Faso d'être infecté. Il a été testé positif à ce virus la semaine dernière. Et cette semaine, les différentes rédactions sont revenues là-dessus et posent fondamentalement la question de la problématique des coups d'État en Afrique de l'Ouest. Suivez et à tout à l'heure. C'est la mode de coup d'État au sein de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. C'est l'observation et la remarque faite par l'intelligent. Se prononçant sur le coup d'État au Burkina Faso, la dépêche se demande à qui profite la chute de Roch Kaboré. Sans attendre la réponse de qui que ce soit, le journal trouve que Roch Kaboré, Christian, a tout simplement manqué l'occasion de rentrer dans l'histoire. Flambeau des démocrates ironise et parle de la Coupe d'Afrique des coups d'État qui se poursuit en Afrique de l'Ouest. Se prononçant sur le coup d'État au Burkina Faso, Loïc Lawson, directeur de publication du journal, pense que c'est un push qui ne tient pas la route. Il serait reproché au président déchu une incapacité à fournir à l'armée burkinabé les moyens requis pour en découdre avec les
djihadistes qui sèment la terreur dans le pays. À qui la faute face à tout cela, se demande Ouattara, les vainqueurs, qui trouvent que l'Afrique de l'Ouest est face à ce qu'il appelle les prononceurs tous. Afrique Express est préoccupée par la crise entre le Mali et la CEDEAO et nous informe que l'Union africaine a ouvert une brèche et confie la médiation à l'Algérie. Le changement revient sur le coup d'État au Burkina Faso et dit que le variant Goïta est en train de se propager à grande vitesse en Afrique de l'Ouest. Face à l'insécurité, la corruption et à l'injustice sociale, de jeunes colonels osent écrire temps nouveau. Analysant les coups d'État en Afrique, le franco-togolais ou le togolo-français Kofi Nnamdi, qui s'est confié au journal L'Alternative, aurait critiqué les décisions de la CEDEAO, qui, selon lui, n'est plus que l'ombre d'elle-même de nos jours. Au regard de tout ce qui précède, Togo Matin trouve que le modèle togolais se révèle finalement le plus résilient. Le Canard indépendant, après avoir décrypté les intrigants messages des dignitaires russes, a transmis les conseils de Agboyume Kodjo aux militaires depuis le champ du maïs où il se trouve depuis le lendemain de la présidentielle de 2020. C'est le printemps des prétoriens pour l'Afrique de l'Ouest, mentionne l'Alternative qui trouve que la CEDEAO est un syndicat des chefs d'État qui est en difficulté ces derniers temps. Après le Mali, la Guinée, quel message nous envoie le coup d'État au Burkina Faso? Se demande enfin Fraternité. Cette chute de fraternité sera l'objet de ma deuxième question, mais la première, est-ce une malédiction qui tombe sur l'Afrique de l'Ouest? La question est à qui veut la prendre d'ailleurs? Non, moi personnellement, je ne pense pas que ce soit une malédiction. Mais en général, ce que j'ai envie de dire, c'est que d'abord, nous sommes des républiques. Des républiques dont le fonctionnement, c'est que nous avons opté pour la démocratie. Donc, que ce soit l'injustice sociale, que ce soit la corruption, que ce soit le manque d'efficacité face aux défis sécuritaires, la sanction dans une démocratie pour cette défaillance passe par des élections. Tout à fait. Donc, je suis désolé, pour moi, ces coups d'État, peu importe la raison évoquée, ne passent pas au sein d'une démocratie. Bon, il est vrai qu'on semble constater une fièvre populaire dite des populations pour soutenir ces coups d'État. Donc, moi, cela me permet de faire une réflexion. Si aujourd'hui, je dois me mettre dans la peau des chefs d'État qui regardent tout ce qui se passe et se disent, bon, peut-être je risque de ne pas finir mon mandat parce que l'on va me reprocher peut-être une défaillance dans ma gestion, ne va pas attendre pour que je sois jugé ou bien pour que la gestion, je sois jugé par les urnes, mais autant m'allier avec les militaires pour gérer le pays avec eux, pour m'assurer qu'au moins si je les ai de leur côté, je serai à l'ombre des coups d'État. En fait, c'est la facette dangereuse que les populations ne voient pas venir. Les gens pensent qu'aujourd'hui, que oui, c'est l'armée. Non. Le revers de la médaille, c'est que ceux qui sont en position de gouvernance aujourd'hui disent, si c'est comme ça, autant gouverner avec l'armée, autant laisser ces affaires de cadre permanent, autant ces discussions de convertir le pouvoir civil en pouvoir... avoir un pouvoir politico-militaire. Voilà, c'est-à-dire... C'est pourquoi je suis d'accord avec
fraternité qui dit que c'est un message. En fait, c'est le danger face à cette fièvre populaire. Bon, ça veut dire que bon, pour avoir la paix, pour vivre votre mandat du début jusqu'à la fin, laissez cette affaire de bonne gestion, laissez cette affaire de droits de l'homme, gérez bien l'armée, gouvernez avec l'armée, et puis vous êtes tranquille. Je vois. Et quelqu'un, je crois, c'est Togo Matin, m'a dit, ça prouve en fait la résilience du modèle togolais. Moi, quand je lisais entre les lignes, mais je dis, mais finalement, c'est que l'ancien président, paix à son âme, Yassine Beyadema, il a eu raison trop tôt. Donc vraiment, pour asseoir son pouvoir, il faut gouverner avec l'armée. Donc en fait, c'est le message qu'on nous donne, puisque les populations soutiennent l'armée. Donc voilà, donc laissons la démocratie de côté, laissons la bonne gouvernance de côté. Tant que vous avez l'armée, bon voilà, puisque c'est applaudi par les populations, autant le faire. Donc moi, c'est le message dangereux que je vois derrière. Donc je crois que ces présidents ne sont pas naïfs. Ils vont en tirer toutes leurs conséquences. Et personnellement, moi, je ne crois pas que ce soit la CEDEAO qui soit le dos au mur, parce que tout d'abord, la CEDEAO, c'est deux choses. C'est d'abord une communauté économique qui fonctionne très bien, tout à fait, et puis qui a, n'est-ce pas, aussi des ramifications politiques. Donc, je ne vois pas de sitôt la fin de la CEDEAO, puisque d'abord, c'est plus économique que politique. Le côté politique, c'est secondaire. C'est d'abord des relations économiques qui sont renforcés d'abord. C'est ça qui nous lie. Et après, l'institution politique commence par prendre le dessus avec cette affaire de démocratie, de droits de l'homme, etc., etc. Donc la leçon que nous tirons, c'est une leçon qui n'est pas du tout dans l'intérêt des peuples, qui peut-être recherche un idéal peut-être démocratique, une bonne gestion des ressources, mais attention, en tout cas, attention, au sein de la médaille. Tout à fait. Tout dépend également, comme vous l'avez relevé, tout dépend également de ce que ceux qui font les coups d'État promettent. Nous avons écouté Goïta quand il a sauté l'autre, il est venu. C'est presque le même discours qu'a tenu, les mêmes arguments qu'a avancé, comment vous l'appelez tout récemment, au Burkina là. Bon, voilà. Mais voilà, comment vous voyez cette situation? Est-ce une malédiction pour le continent africain en général, l'Afrique de l'Ouest en particulier? Non, loin d'une malédiction, parce que je suis d'avis avec Sana sur un aspect, mais sur un autre angle, je reste un peu sceptique. Oui. Parce que quand vous pensez qu'aujourd'hui, les coups d'État, c'est né comme ça, je vous dis non. Il faut d'abord expliquer pourquoi les coups d'État. Ça, c'est des racines profondes. Pourquoi les militaires font les coups d'État? Les gens prennent le Togo, le comparent, enfin les autres pays. J'ai cru entendre sur des réseaux sociaux 228, ça a excité. Je vous dis, c'est des conneries. Je vous dis, aujourd'hui, il faut expliquer pourquoi on en arrive là. Comment est-ce que ça est arrivé jusqu'à ce qu'on puisse déchoir un président. C'est là qui est en plein mandat. Aujourd'hui, d'abord, je le dis et je le répète, il y a l'émission. Les gens vont peut-être me démentir vouloir me démentir. Mais je dis, il y a l'émission de l'armée étrangère derrière ces coups d'État. Mais la raison fondamentale qu'on donne, par exemple le cas burkinabé, c'est que le président... Donc ce qu'on avance, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Voilà, c'est la partie visible de l'iceberg. Aujourd'hui, je le dis, je le répète, les militaires annoncent comme premier argument, c'est que Kaboulé n'arrive pas à leur donner des moyens pour faire face contre les djihadistes. Et c'est réel. Quand vous voyez, les djihadistes sévissent dans ce pays et font beaucoup de morts. Les militaires, la plus, entre-temps, c'est 50, il y a 50 000, enfin 50 morts, voilà. Donc tout ça là, sous le regard impuissant du président de la République, qui entre-temps avait fait de la lutte contre le djihadisme, son cheval de bataille. Aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il se retrouve devant une situation qui le rattrape.
Alors, la population avait même menacé en disant que si le président ne prend pas ses responsabilités, nous sommes en droit un matin de prendre nos responsabilités. Et prendront les responsabilités à travers qui? Par l'armée, évidemment. Ça, il n'y a rien à faire. Aujourd'hui, ailleurs, nous avons connu, c'est la révolution qui a fait partie de certains chefs d'État. On en a connu ailleurs. La population sortie, le prix du pain a augmenté seulement, ça fait partie. Et le président, comment l'appelle-t-on? Le président de quel pays? Il y a des choses. Omar El-Béchir. C'est le prix du pain, l'augmentation du prix du pain qui a fait partie El-Béchir. Donc, nous disons que quand vous êtes en charge de la gouvernance et que la population ne se retrouve pas en vous, en cela, ça amène. Ça donne des étincelles. Ça donne des étincelles. Il vient d'abord alimenté par peut-être les voisins, les opportunistes qui voudraient justement que cet équilibre-là soit s'estompe pour qu'ils profitent justement des richesses du Togo. Aujourd'hui, j'entends les puissances parler qu'il y a un sentiment anti-français. Je dis non, l'Afrique n'a pas, surtout occidentale, n'a pas un sentiment anti-français. C'est que l'Afrique occidentale veut se prendre, c'est-à-dire qu'elle veut se prendre en charge. Parce qu'elle a constaté qu'à un moment donné, la France veut toujours la sourire, veut toujours mettre sa main, ne veut pas que cette Afrique-là respire. Ça, à un moment donné, c'est comme ça là. Et puis, puisque s'il y avait un sentiment anti-français, la plus forte raison, nous sommes sur ce plateau, nous parlons français. On aurait pu dire non, nous ne parlons pas français, nous allons parler notre langue. Entre Africains, Français, ça se marie. Nous avons des blancs, des Français chez nous qui ont créé des idées. Ce n'est pas un sentiment anti-français, je vous en prie. Mais ici, à un moment donné, les populations ont compris qu'ils sont étouffés. Parce que la France ne voudrait pas qu'à un moment donné leur donner cette chance-là, cette latitude de pouvoir se prendre en charge. Faut mener dans ça, pour de l'autre côté. Ça va faire que les Africains seront à un matin dit que non, nous n'avons pas notre dessin en main. C'est là qu'on va utiliser des artifices, justement, cause à effet. Puisque si vous ne pouvez pas manger, si vous avez faim, vous n'écoutez pas, si le ventre a la pointe d'oreille, ça va créer des situations. C'est pourquoi je préconise qu'il y ait cette question de bonne gouvernance, que celui qui est au pouvoir, d'abord pense à son peuple, qui lui a donné son mission, et ensuite, à des moments de difficulté, appeler à un dialogue. Parce que on n'a jamais trouvé dans un pays où il n'y a pas de difficultés. Mais seules les difficultés trouveront leur solution sur la table de discussion. Et c'est en cela, ça a manqué à beaucoup de chefs d'État et qui, ma foi, malheureusement, sont obligés de faire recours à des puissances pour être noircies. Parce que si vous voyez aujourd'hui, on cite que c'est les aiguillons de la France, c'est tel, et les forces étrangères vont s'inviter dans le débat. Vous voyez la Russie qui est là-bas, les grandes puissances vont s'entre-déchirer entre elles. Et à qui profite cette crise-là? C'est à nous, parce que ceux qui s'activent derrière nous ne viendront pas pour nous aider. Je vous l'assure, ils ne viendront pas pour nous aider, mais ils viendront d'abord pour leur intérêt, et c'est pour garder ce devoir régalien-là qui leur profite à eux, les puissances occidentales. Vous avez beaucoup parlé, beaucoup éclairé sur ce sujet, j'en suis ravi, à moins que ça n'ait quelque chose à encore dire, parce que je voyais ses lèvres encore au milieu, histoire qu'il a quelque chose à... Non, en fait, moi je suis quand même sceptique. Je suis quand même sceptique et c'est trop facile. C'est une raison qui pour moi est de manière fallacieuse avancée quand on dit qu'on dépose un chef d'État parce qu'il ne dote pas l'armée de moyens nécessaires pour combattre les terroristes. On peut d'une manière aussi retourner la question. Qu'est-ce qui démontre aujourd'hui que la lutte contre le terrorisme plutôt, n'est pas sabotée plutôt en amont par ces militaires qui en face des terroristes pour justifier leur coup d'État. On peut aussi retourner la question aussi comme ça. Voilà, vous sabotez la lutte, vous sabotez les moyens qu'on met à votre disposition pour faire un coup d'État. On peut retourner la question comme ça. Pourquoi pas? Parce que c'est l'argument qu'on met en avant. On joue sur un sentiment de nationalisme, mais je crois que cet état de choses, nous l'avons observé dans les années 60, où nous avons eu des régimes politiques qui
qui se sont basés sur ce sentiment de décolonisation, sur le même sentiment des Occidentaux, des gens qui sont venus pieds nus, moi je suis nationaliste, je suis ça, et après, cela s'est transformé en quoi? En des régimes dictatoriaux. Ce qui a entraîné, et comment on appelle ça, cette vague de démocratie sur le vent de l'Est dans les années 90. Et en vrai, c'est toujours le même scénario qui se reproduit aujourd'hui. Moi je dis, donc ça veut dire, au fond, ce n'est pas le dialogue, comme le dit M. Mayaba, qui va compter puisque vous aurez tant faire les dialogues. Je crois que cela n'a pas manqué chez Kaboré, qui a parfois changé de premier ministre, etc. Donc vous aurez beau faire ça, il suffit que des militaires sabotent la lutte contre le terrorisme, sabote la sécurisation du dépôt, retourner cela comme vous avez de justifier. C'est au cours d'une réunion d'ailleurs que la junte de l'autre côté avait entre-temps atterri pour remettre en cause les institutions. Non, le problème c'est qu'on va quitter le sujet. Je dis que pour chuter, je dis qu'en fait, ce dont nous parlons, aujourd'hui, les résultats parlent d'eux-mêmes. C'est-à-dire que nous avons vu visiblement qu'au Burkina, les djihadistes là font trop de carnage. Ça, nous le savons. Les gens meurent. Et aussi, sur le plan social, ça ne va pas comme partout ailleurs. Parce que ce n'est pas seulement au Burkina. C'est un constat partagé. Maintenant, est-ce la faute du président ou bien c'est la faute de l'unité qui s'appelle? On n'a pas d'éléments pour apprécier. Puisque l'armée dit n'avoir pas les moyens pour lutter contre le vous n'avez pas la preuve du Sénat. Est-ce que vous avez donné la voix à M. Kaboré? La voix à M. Kaboré, Kaboré pouvait demander. À l'époque, Kaboré pouvait demander. Vous tous, vous tenez le même langage. Hein? Vous avez raison, lui aussi il n'a pas tort. Oui. Et la réponse, c'est que, effectivement, personne ne peut démontrer la preuve de la cause de ces coups d'État et de l'attitude des populations envers les coups d'État. Donc, nous sommes sur la même longueur. En tout cas, même moi, la conclusion qu'il faut en tirer, c'est que laisser cette affaire de bonne gouvernance, gérer bien l'armée, gouverner avec l'armée comme ça. Bon, non, ça ne fera pas. C'est la démocratie. La démocratie, après le coup d'État, ça fait partie. Pourquoi on n'arrive pas au coup d'État? Voilà, on ne peut pas arriver par les militaires. Le coup d'État, nous sommes dans les coups d'État, nous parlons. J'ai dit tout à l'heure que vous parlez le même langage. Ni vous, il y a toujours la nuance. Parce que dire qu'il faut gouverner avec les militaires. Il a relevé également. Il a relevé également. Mais tout à l'heure, en le disant, il a relevé les risques. Il a dit s'il faut gouverner, s'il faut donner l'impression qu'il faut l'armée derrière soi pour être un bon gouverneur, alors on amène les États à donc militariser le pouvoir. Nous allons nous arrêter là. Je dis aujourd'hui, si avant-hier, le président remettait le pouvoir. Un instant, mais s'il vous plaît. C'est aussi ça le on va. Il veut dans 5 ans. Il veut. Il y a un autre sujet. Mais ça m'a. Il y a un autre sujet qui nous attend. Bon, les coups d'État, nous avons constaté avant-hier au Tchad, avant-hier au Mali, hier au Burkina ou encore en Guinée, à qui le tour demain se demandait un journal, pas au Togo dans tous les cas. Un autre sujet qui a suscité les débats cette semaine, c'est celui de la liberté de la presse au Togo. Un sujet suscité par la sortie très récente du patronat de presse togolaise, PPT, et qui a fait réagir le président du Conseil national des patrons de presse, CONAP, relayé par quelques journaux dont je vous propose la revue. On va s'arrêter sur la revue. On n'aura pas à commenter, le président a parlé. Liberté de presse au Togo, le CONAP prend ses responsabilités et recommande la concertation. Lit-on dans Togo Matin qui fait allusion
à la sortie médiatique du président du Conseil national des patrons de presse, une sortie qui fait suite à la polémique qui continue de s'enfler autour de l'arrestation des journalistes Ferdinand Haïté et Joël Ega, comme le précise le journal. Les organisations des médias réclament la relecture du code de la presse à printemps de l'intelligent. Se prononçant sur la question de la liberté de presse que certains semblent ignorer, le président du CONAP affirme et signe qu'elle existe bel et bien dans notre pays. Il faut seulement la respecter et savoir en jouir. La liberté de presse et d'expression est une réalité au Togo. Autre déclaration de Armiao Tchagnaon, relayée par Ouara les vainqueurs. Et ce n'est pas tout. Selon M. Tchagnaon, le Togo compterait parmi les rares nations où le délit de presse est dépénalisé, et ce depuis 2004 grâce à feu Samuel Pitan Tchala, ministre de la communication d'alors. Pas de commentaires. C'est donc sur cette revue sur la presse que notre messe prend fin. Elle a été un peu chaude vers sa dernière partie. C'est de bonne guerre, comme je l'ai dit. C'est normal, lui-même on ne s'est jamais entendu sur ce sujet. Quand tout le monde est du même on avait vidé le sujet sur le plateau d'une autre chaîne, mais vous avez ressuscité. Sûrement qu'on va le vider prochainement ici. Votre disponibilité, Sana Sadio, vous êtes analyste politique et vous l'avez prouvé tout à l'heure. Germain, non, c'est plutôt vous l'avez Valentin Maïba, le jeune frère, un autre prince héritier de la Bina, de la Grande Royale des Mayaba, chef canton d'antan. Merci pour votre disponibilité. Moi c'est Eric Tanandé, Essokassi Antoine qui est de retour. Merci, il nous a assuré le cadrage. De l'autre côté, nous avons bénéficié du service de Quentin Bidola qui nous a mis sur toutes les lignes. Pour ceux qui nous suivent à Lomé, c'est sur l'antenne locale. Ailleurs dans le monde, c'est sur Facebook, Togo, TV de Togo, et puis sur YouTube. C'est donc fini pour aujourd'hui, mais comme d'habitude, une pensée. La vie des mortels est aussi agitée que l'image de la lune sur la surface des eaux. L'homme, sachant que telle est la vie, doit constamment pratiquer la vertu. La vie des mortels est aussi agitée que l'image de la lune sur les eaux. L'homme, sachant que telle est la vie, doit constamment pratiquer la vertu. Et je vous sers une autre. Pourquoi voulez-vous que je vous sois comme vous? Je voudrais plutôt être à l'image de Dieu. Bonne méditation et à dimanche prochain. Portez-vous bien.